Ok, alors allons-y. Donc, on va enfin pouvoir faire autre chose que de l'intégration. Vous voyez, on a passé énormément de temps à étudier comment intégrer façon Lebesgue, d'accord, des fonctions beaucoup plus bizarres que celles qu'on savait intégrer version Riemann. Et maintenant, bon, ça y est, on va. Donc, j'ai pas tout fait à la fin. Vous avez vu que bon, j'ai quand même terminé la dernière partie intégration. Euh, mais bon, il manque deux, trois petits trucs, mais en fait, ça généralise bien. C'est plus ça le problème. Et maintenant, on va enfin pouvoir faire des choses avec l'intégrale. D'accord? Donc, on va maintenant voir plutôt quelle est la structure des espaces de fonctions qui sont intégrables version Lebesgue. OK? Donc, ce sont les espaces LP que vous avez probablement entendu parler ou connus dans d'autres cas. D'accord? Ok, donc je vais vous rappeler déjà au début ce que c'est qu'une suite de Cauchy et ce que c'est qu'être un espace complet. D'accord? Donc, quand j'ai une suite alors, de réels, parce que je pense au début, mais c'est une suite dans un espace, d'accord? Si je me mets dans R, c'est une suite de réels, mais si je me mets dans un espace E, et pas c'est une suite de E, hein, elle est dite de Cauchy si pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang M tel que, alors, la différence entre AN et AM en valeur absolue est plus petit que E, d'accord? Ok, alors je regarde. Là, la définition est bonne parce que c'est des réels et que je sais ce que c'est que la valeur absolue de réel. Ok. Mais si jamais je me mets dans un espace E quelconque, d'accord, et que je dis des suites de Cauchy, ben, il faut que j'ai un truc qui soit équivalent à ça, hein, d'accord, à la valeur absolue, parce que vous voyez que le epsilon, lui, c'est un réel strictement positif, mais il faut que je puisse comparer le. Imaginons, je suis dans un espace de fonction pour le cours. Si j'ai Fn moins Fm, d'accord, il faut que je puisse les comparer avec en une valeur, d'accord? Et donc, ça, ce sera la norme de Fn moins Fm. Ok. Donc, la généralisation pardon, des suites de Cauchy, ce sera ici simplement, là, c'est le cadre réel. Et sinon, ben, le cadre quelconque qu'on va voir, espace vecteur normé, c'est avec double barre ici pour la norme de AN moins N. Ok. Voilà. Et puis un espace édit complet, si toute suite de Cauchy est convergente dans celui-ci, c'est-à-dire que si jamais je prends une suite de Cauchy AN, alors il existe un A dans E, hein, dans l'espace, tel que AN converge vers A, c'est-à-dire que la limite de AN, bah, c'est A, quoi, ou encore que la limite de la différence AN moins A, c'est 0. Ok. Bon, rien de spécial. Donc ici, j'ai pas marqué, mais vous savez que R est complet, d'accord, espace réel, alors que Q n'est pas complet, d'accord. Peut-être je pourrais faire ça, je vais le marquer sur ma feuille, parce qu'après on va faire des démos, etc. Je pourrais peut-être faire ça en rappel. R complet, alors je ne vais pas dire pourquoi, hein, mais bon, et Q non complet. Ok, je vous montrerai ça avec l'exemple traditionnel du fameux racine 2. Ok. Hop, et voilà. Alors ensuite, alors donc on va faire la même chose avec l'intégrale de Lebesgue, d'accord? C'est-à-dire, on va voir qu'en fait l'ensemble des fonctions qui sont intégrables par Lebesgue pour une certaine norme est un espace complet, d'accord? Ce qui nous intéresse beaucoup parce que pour montrer qu'une suite est convergente, il va suffire de montrer que c'est une suite de Cauchy, ouais. Et une suite de Cauchy, vous voyez que la définition, elle ne dépend pas de la limite. C'est ça qui est vachement intéressant avec les suites de Cauchy, c'est que quand vous avez une suite, pour dire qu'elle est convergente, la définition, c'est bah, il existe une limite L telle que AN moins A ou AN moins L, enfin d'accord, tend vers 0, ou que AN tend vers A, enfin des trucs comme ça, ouais, d'accord. Et donc, la définition, c'est pas converger, c'est converger vers une limite, en fait. Ouais. Alors que suite de Cauchy, c'est indépendant de la limite. Vous n'avez pas besoin de la connaître, de la supposer, etc. Ça ne dépend que de AN, d'accord. Mais simplement, il y a des espaces dans lesquels les suites de Cauchy ne convergent pas nécessairement, du style Q, du style, etc. Et puis celles où ça converge nécessairement, et ça, c'est ce qu'on appelle les espaces complets. OK. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on utilise les suites de Cauchy, et voilà pourquoi est-ce qu'on a les complets, hein, ça va avec. OK. Parce que pour étudier la convergence d'une suite, il suffit d'étudier seulement la suite et pas de connaître quelque chose sur son éventuelle limite. OK. Alors, dans le cadre de l'intégrale de Lebesgue, ça va se passer comment? Alors, ça va être un peu technique. Euh, donc, je vais considérer sur LP, enfin LP, pardon, l'ensemble des fonctions mesurables définies sur E, telles que la valeur absolue de FP est intégrable sur E. Vous savez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de la valeur absolue, alors c'est pas la peine d'en mettre deux, hein, de FP est convergente. Ok. Voilà. Et puis, si jamais, voilà, et donc ce qu'on va prouver, hein, c'est que si jamais
Fn est une suite de Cauchy de E. D'accord? Donc là, je l'écris version américaine, c'est-à-dire que la limite, lorsque n et m tend vers l'infini, de Fn moins Fm égale à 0, alors, alors bah, vous avez ça. D'accord? Alors, il existe une fonction limite, pardon, telle que Fn tend vers F. Okay, donc, c'est un peu ça qu'on va faire. D'accord? Bon, ça, on verra plus tard. OK. Alors, avant de le faire, avant de pouvoir le faire, on va devoir un petit peu travailler sur l'espace E des fonctions mesurables. D'accord? En fait, on va, on va, on va considérer plus exactement un espace quotient qui va être E, mais on va identifier les fonctions qui sont égales presque partout. D'accord? Donc, vous avez dû faire ça en algèbre générale, algèbre 5, des espaces quotients. Ouais. Où vous avez fait, je sais pas, A sur, bah ouais, A un anneau, I un idéal, et vous avez fait des A sur I, d'accord? Où donc tous les éléments de I sont confondus en un seul, ok? Et là, ça va être pareil, c'est-à-dire que, donc on va définir, donc je vais considérer F, alors je reprends depuis le début, F, un ensemble de fonctions mesurables définies sur E à valeur dans R bar, hein, plus ou moins l'infini, mais qui sont quand même finis presque partout sur E. Pourquoi? Bah, parce que je veux intégrer quand même, hein, et je ne peux pas être infini trop longtemps, quoi, d'accord? Voilà, et donc elles vont être dites équivalentes si jamais F égale à G presque partout sur E. Et en fait, ça définit une relation d'équivalence sur F, cette notion-là, d'être égal presque partout sur E. Et donc, on va considérer dans la suite hein, que je vais considérer mes fonctions F et G dans l'espace quotient, F quotienté par cette relation d'équivalence-là. D'accord? Donc, pareil, si jamais vous voulez, après, quand on passera sur la feuille, on pourra regarder un petit peu ce que c'est que ce hop, F quotienté par la relation d'équivalence, machin. OK? Je le note comme ça, je n'oublie pas. Bon. OK. Eh ben, ça, je remonte, ça, c'est pas dans le bon sens. Voilà, ça, c'est dans le bon sens. OK, donc on va dire qu'on va donc créer des espaces vectoriels normés, hein, puisque pour faire des suites de Cauchy plus tard, il nous faut une norme. Hein. Alors, X, un espace vectoriel. L'application, donc double barre à valeur dans R, donc qui part de X et qui va dans R, est une norme. Si pour tout F et G de X et pour tout alpha réel, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'inégalité triangulaire. On a l'homogénéité positive, si on veut. D'accord? Donc, la norme de alpha f, c'est plus petit que la valeur absolue de alpha fois norme de f. Ouais, là, il y a une barre de trop. Et puis, on a défini positive, ça, d'accord? C'est-à-dire, donc positive, ça veut dire que bah, c'est tout le temps positif, et défini, ça veut dire que ça vaut 0 si et seulement si f vaut 0. OK? Voilà. Alors, vous voyez que là, pour ça, par exemple, je vais avoir besoin, évidemment, de ma condition enfin, d'être dans mon espace d'équivalence, hein, d'accord? Puisque la fonction, c'est 0, mais modulo un espace de mesure nulle, d'accord? Si elle ne vaut pas exactement 0, mais sur un espace de mesure nulle, l'intégrale de la fonction, elle, vaudra 0, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de passer dans cet espace quotient pour justement avoir cette égalité-là, ok? On reviendra dessus, peut-être que ça, vous verrez plus clair sur la feuille avec ça. Attendez, je note juste que norme de f égale à 0 implique f égale à 0. OK, c'est pour une bonne explication. Voilà. Quelques exemples qu'on va traiter juste après dans les vrais exos. Donc, on a la norme L1, c'est-à-dire on va faire l'intégrale de la valeur absolue de f. Okay, pour aujourd'hui, on va un peu s'arrêter là, et puis après, on verra les normes L2, L2 et puis LP, okay, avec Minkowski, etc. C'est beaucoup plus intéressant la fin, beaucoup plus utile, hein, la fin du cours que le début. Alors, je suis désolé, c'est le cours qui veut ça, mais voilà, là, on rentre dans l'analyse fonctionnelle, et là, c'est vraiment beaucoup plus utile, quoi. F infini, c'est la borne essentielle, donc je vous montrerai jusqu'après ce que c'est, qui est la norme sur L, est une norme, pardon, sur L infini, ouais, de E. OK? Donc, OK. Alors, en fait, c'est quoi la norme essentielle que vous voyez un petit peu quand même? Donc, c'est le sup, en fait, mais c'est le sup presque partout. Parce que bah, les fonctions, évidemment, elles sont encore une fois définies à
enfin, elles vont être égales entre elles, même si sur un ensemble de mesures nulles, elles sont différentes, d'accord? Et donc, c'est pas vraiment le sup que je peux prendre, hein, puisque, en fait, il va falloir que je vire n'importe quel espace de mesure nulle, d'accord? Et je prends le plus petit des majorants, d'accord? Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça sup essentiel, bande essentielle, d'accord? Essentiel dans le sens où on a viré une partie de mesure nulle, et voilà, et on regarde ce que ça donne. Et puis enfin, les fonctions continues AB, d'accord, où on va pouvoir retrouver l'intégrale de Riemann, puisque je vous rappelle, alors je ne l'ai pas démontré non plus, mais j'en ai beaucoup parlé, que l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann, quand l'intégrale, quand f est un Riemann intégrable, elle est Lebesgue intégrable, et les deux intégrales sont égales. Ok, donc tout ce que vous connaissez sur Riemann, bah, c'est aussi valable sur Lebesgue dès que vous avez une fonction Riemann intégrable. Ok, et après, ça se prolonge un petit peu pour les fonctions Lebesgue intégrable, non Riemann intégrable, mais bref, ça, il faut faire attention. Ok, voilà. Et donc, on verra que, oui, Alpha F. alors, ouais, là, il n'y a pas de P, alpha AV F. Où qui ça? c'est inférieur ou égal à Alpha, là, il n'y a pas de double T. barre, Ok. désolé. Là, il n'y a qu'une seule barre, hein, d'accord? C'est la valeur absolue de alpha, d'accord? Puisque alpha, c'est un réel, donc on peut lui prendre sa valeur absolue, fois, et puis F, c'est une fonction, donc c'est une borne, une norme, pardon. Ok? Voilà, et là, il n'y a pas de P ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire ce P ici. D'accord? C'est le max des f de x. OK? Il n'y a pas de p. OK? Alors, je peux le changer si vous voulez pour que ce soit plus clair. Attendez une seconde. Je vais essayer de voir si je peux changer ça. Paf, alors, où est-ce que c'est? Attendez. Une seconde, une seconde. Ah ouais. Paf. Et l'autre, il est où? Il y a un P en trop, il est là. Paf. Alors, attendez, je ferme mon écran, enfin, mon truc pour compiler. Ah, OK. Une seconde, je compile, je remets. Gna, 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 gna. Voilà, en fait, ce que je devrais faire, c'est pas vous partager la fenêtre, mais partager, excusez-moi, je reviens, avancer, une portion d'écran, paf, voilà, ça. Comme ça, je peux vous mettre ça. Attendez, hop, voilà, comme ça. Et là, comme ça, et hop, je réduis un peu, voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écriture ou est-ce que c'est petit petit? Pour moi, c'est bon. C'est bon? Ok, c'est parfait alors. Ok, donc j'ai viré la double barre ici et j'ai viré le P ici, d'accord? Donc voilà pour espace vectoriel normé, et on va démontrer ça, enfin on va le faire sur la feuille juste après, d'accord? J'ai pas du tout aimé finalement la dernière fois où j'étais que sur l'ordinateur. J'avais l'impression de rien comprendre à ce que je disais, donc pas terrible. Voilà, il faut que je repasse sur la feuille au moins pour que le cerveau il marche, quoi. Et ben voilà, et ben après, ce sont des exos, d'accord? Donc, je vais les prendre petit à petit par la suite, d'accord? Je vais les faire, donc, ben, on va les regarder juste comme ça. Premier exercice, ben, c'est justement sur ces fonctions continues, là, d'accord? Donc, vais me placer dans l'espace des fonctions continues et je vais définir la norme 1 comme étant, bon, ben, vous l'avez vu, l'intégrale de AB de f, d'accord? Donc, j'ai pris cette norme 1 là, ok? Donc ça, là, c'est L1 de, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions telles que ceux-ci convergent, d'accord? Et sur ces fonctions-là, je peux dire que bah, la norme 1, enfin, truc 1, est une norme, ok? Alors maintenant, si je prends les fonctions continues de AB, d'accord, et que je définis ça, eh ben, je vais pouvoir montrer que ceci est une norme, mais ça, c'est bien sûr beaucoup, beaucoup plus petit que L1 de E, d'accord? Ouais, parce qu'il y a plein de fonctions qui convergent, dont l'intégrale est convergente, d'accord, mais qui ne sont pas continues sur AB. OK? Voilà. On va montrer donc que ceci est une norme sur AB, d'accord? Donc, j'ai du mal à l'écrire, à le dire, parce que sinon je dis norme 1, d'accord, mais pour dire norme, il faut déjà le montrer, quoi. OK? Voilà, donc que F1 est une norme, voilà. Après, on va montrer qu'il existe un C tel que pour tout F, la norme 1 est plus petit que la norme max. Alors, bon, vous connaissez la norme max, enfin bref. Donc voilà. Et puis, on va montrer qu'en fait, il n'y a pas de réciproque, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de constante C telle que la norme max soit plus petite que C fois la norme 1. OK?
En d'autres termes, alors vous l'avez peut-être vu dans les cours de, je ne sais pas si vous avez fait en topologie, mais sinon peut-être en espace vectoriel normé, mais donc les deux normes ne sont pas équivalentes. Vous l'avez vu ça en espace vectoriel normé? L'équivalence des normes? On n'a pas vraiment fait, mais c'est écrit quelque part. D'accord, oui, ok. Alors en fait, souvent on le fait, comme au début dans la licence, on fait des espaces vectoriels normés, mais en fait tous de dimension finie. En fait, les normes sont toutes équivalentes en dimension finie, d'accord? Donc c'est pour ça que cet exemple est intéressant, parce que ça vient montrer que, bah, voilà, vous avez déjà une première exemple de normes qui ne peuvent pas être équivalentes, mais évidemment, on est en dimension infinie. Ok. Et en dimension finie, vous avez bon, bah, les R1, R2, R3, d'accord, avec les normes machin, mais vous avez aussi, quand vous faites des normes de matrice, bon, ça revient à normes sur R carré, hein, tout simplement, vous écrivez pas un vecteur n carré, mais vous écrivez une première ligne de taille n, une deuxième ligne de taille n, etc. Vous en écrivez n différentes. Enfin bref, voilà. Souvent, en licence, vous voyez des normes sur des espaces de dimension finie, et donc toutes les normes sont équivalentes, et il y a un théorème qui vous dit que toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. Mais en dimension infinie, ce n'est pas le cas, d'accord? Et les équivalentes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une constante telle que la première majeure la deuxième, et il y a une autre constante telle que la deuxième majeure la première, quoi. Enfin, d'accord? Ok. Donc elles se majorent l'une l'autre, et que, grosso modo, vous pouvez échanger les deux normes, ça ne vous coûte rien, quoi. Donc voilà pour le premier exo. Exo 2, on va voir une norme sur les polynômes. Donc voilà, peut-être vous la connaissez déjà. Donc pareil, quand on prend Rn de x, un espace vectoriel de dimension finie, et donc on a toutes les normes équivalentes. Et puis là, R de x, bah, comme il est de dimension infinie, puisque une base c'est 1x, x2, x3, et puis ça ne s'arrête jamais, eh ben, on n'a pas forcément l'équivalence des normes. Ok. Alors, je ne sais pas si ici, hein, je ne sais plus si il y a une équivalence ou pas, mais bref, donc on va montrer ça. Donc là, c'est une norme qui est dédiée à cet espace vectoriel-là, hein, d'accord? Ensuite, bah, on va revenir sur L1, et alors on va voir que sur L1, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui sont intégrables, c'est-à-dire que l'intégrale de la valeur absolue de f converge, alors si je rajoute un x2 fois l'intégrale de la valeur absolue, ça converge encore, et que ça, c'est une norme sur L1. Ok. Et puis, sujet, ouais, super. Marin. Et puis, on terminera par un exercice qui est un peu plus long que ça, hein. Le dernier exemple, en fait, il montre que la norme infinie et la norme max sont égales sur les fonctions continues. D'accord? Voilà. Alors, j'avais préparé, où est-ce qu'il est le. Non, ça, c'est le texte, c'est pas ça. Attendez. Hop, hop. Voilà. Donc, juste que vous voyez un petit peu, c'est toujours Wikipédia, fabuleux Wikipédia. Hop, je fais un peu plus comme ça. Il n'y a pas l'espace infini, voilà. Donc là, on regarde l'espace L infini, d'accord? Donc l'espace infini, donc c'est le début de l'analyse fonctionnelle, donc constitué des fonctions mesurables bornées modulo la relation d'égalité presque partout. Donc c'est ce que on va voir là, d'accord? Donc il s'agit d'un espace de Manard, c'est-à-dire complet. Voilà, bref, ok, on s'en fiche, on verra plus tard. Tout ça, c'était pour vous donner la définition de la norme subessentielle, infessentielle, d'accord? Donc, f, une fonction sur x, pardon, à valeur réelle. A est un majorant, un presque majorant de f si f de x est plus petit que a, presque partout sur x. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ça faux, mais les x qui ne vérifient pas ça, l'ensemble des x qui ne vérifient pas ça est un ensemble de mesures nulles. Ok. Voilà, bah, si l'ensemble des x tel que f de x est plus grand strictement que a est négligeable, c'est-à-dire de mesure nulle. Okay, c'est marqué dans le truc. D'accord. Voilà. Et puis, si jamais f, elle admet des presque majorants, alors on peut définir sa borne sup essentielle. Donc, il ne faut pas avoir peur du essentiel, hein. Simplement, c'est la borne sup, c'est-à-dire le plus petit des majorants, mais des majorants, des presque majorants. D'accord. Ouais. Bah, comme le plus petit d'entre eux. Okay. Voilà, et donc on a cette relation-là, que le inf est plus petit que le inf essentiel, qui est plus grand, plus petit pardon, que le sup essentiel, qui est plus grand que le sup. Okay. Voilà. Et donc la norme infinie, pour moi, hein, pour ce cours-là, hein, d'accord, ne vous inquiétez pas, dans plein d'autres cours, vous aurez des fonctions beaucoup plus lisses, hein, d'accord, voilà, et le f infini, ce sera simplement
le sup des valeurs absolues, d'accord? Mais pour ce cours ici, comme on fait de la mesure, de la théorie de la mesure avec l'ensemble négligeable, etc., d'accord? Le f infini, ce sera le sup essentiel des f, ok? Donc voilà pour le cours, en fait. Donc on va passer... Alors, comment je fais, moi? Là, je suis tout perdu. Alors, attendez, je vais arrêter le partage. Non, c'est pas ça. Arrêter le partage, celle-là. Paf, je vais allumer la vidéo, celle-là. Ah, j'ai la tête en bas, c'est ça? Est-ce que vous avez l'écran inversé, là? Ouais, alors attendez, c'est pas grave. Hop, on va faire ça, et on va refaire ça, et ça marche, ok? Voilà, c'est un nouveau dispositif, hein, donc nouvel ordi, enfin, c'est pas un nouvel ordi, c'est ancien ordi, mais bref, et par contre, nouveau caméra, machin, ok? Ah, alors, je n'ai pas le cours, ça c'est embêtant. Où est-ce qu'il est mon cours? Ouais, parce que sinon, je sais pas quoi vous dire. Attendez une seconde. Je fais ça, je fais ça, je reviens ici. Bon, ben, on va se débrouiller comme ça. OK? Ouais, la souris, ça va être embêtant. OK. Alors, c'est parti. Là, c'est bon, c'est dans le bon sens. Hein, vous êtes d'accord? Peut-être si je remonte un tout petit peu pour que vous ayez un tout petit peu de fond. Ah non, mince. Voilà. Je voudrais juste que vous voyez presque toute la feuille, quoi. C'est bon? On y va? Oui, là, c'est bon. Ok, parfait, merci. Alors, donc je reviens peut-être sur le... Alors, le premier truc qu'on a vu, c'était histoire de complet et Q n'est pas complet, d'accord? Donc, R complet, super long à faire, hein, je risque pas de m'y lancer. En fait, ça dépend de la façon dont on construit R, d'accord? Il y a deux façons de construire R. Je vous en... Est-ce que... Ah oui, c'est bon, sauf que c'est pas encadré. Est-ce que je vous en ai parlé de deux façons de construire R? Donc, non. Donc, il y en a une, c'est la complétion de Q. Et l'autre, c'est les bornes, non, des coupures de déquille, pardon. Ok, donc quand vous faites ça, en fait, bah, vous savez direct que R est complet. Pourquoi? Parce que c'est le complété, en fait, c'est l'espace qui contient Q. C'est-à-dire que quand on a ça, d'accord, on part de Q, on s'aperçoit qu'il est lacunaire, c'est-à-dire qu'il y a plein de suites de Cauchy qui tendent vers rien, d'accord? Et donc, à toute suite de Cauchy, donc si Qn est une suite de Cauchy, alors je vous fais ça en 2 minutes, hein, de rationnel, de Q puissance grand N, d'accord? Qui ne convergent pas dans Q, d'accord? Donc, bah voilà. OK, ben, on lui ajoute. Donc, on va faire L, hein, sa limite, une limite. D'accord? OK? Donc, à chaque fois qu'on a une suite de Cauchy comme ça qui ne converge pas dans Q, parce qu'il y a des suites de Cauchy qui convergent dans Q, hein, du style 1, 1, 1, 1, d'accord? C'est une suite de Cauchy qui converge vers 1. OK? Donc, il n'y a pas de souci, mais il y a des suites de Cauchy qui ne convergent pas dans Q, de rationnels qui ne convergent pas, d'accord? Voilà, et donc à chaque fois, on leur ajoute un élément, OK? Voilà, et alors après, ben, on montre que l'espace qu'on crée, ben, c'est un espace, voilà, c'est R en fait, d'accord? Donc c'est assez compliqué hein, après, hein, d'accord? Mais au départ, c'est comme ça, ok? Alors, un exemple de suite de Q pour montrer que Q n'est pas complet, non complet. Ok? Alors, on va prendre racine de 2, ça vous savez que c'est un irrationnel, vous êtes d'accord? D'accord? Et par définition, ça veut dire que bah, il appartient pas, racine de 2 n'appartient pas à Q. Ok? Mais racine de 2, on peut l'écrire. Alors, on va l'écrire. Attendez, je regarde. Hop. Ah, mince, pas souris, il n'y a plus de souris. Hop. Je regarde juste quelle tête il a. Racine de 2 égale racine de 2. C'est 1, 14, machin. Voilà, 1, 44. C'est pas 14, c'est 1, 44. Ah, vous voyez peut-être plus ce que j'écris là, si. Enfin, moi, je vois plus ce que j'écris en fait. Voilà. Donc, c'est 1,1, 4, 1, 2, 1, 3, 5, blablabla. D'accord? OK? Donc, je considérais bah, AN, hein, la suite. Donc, A0, ça vaut 1. A1, ça vaut 1,4. A2, ça vaut 1,41. A3, ça vaut 1,414, et ainsi de suite. Vous voyez? D'accord? Donc, ça veut dire que AN, c'est 1, machin, d'accord? Avec, voilà, avec N décimales
n décimale de racine de 2. OK? Ça va? Bon, alors évidemment, tous les AN, hein, quel que soit n appartenant à n, tous les AN, ce sont des décimaux, justement, tiens, ils servent à quelque chose, OK? Puisqu'il s'écrit un nombre fini de nombres après la virgule, donc c'est fois 10 puissance moins quelque chose, OK? C'est un réel fois 10 puissance moins quelque chose, OK? Et donc, ce sont tous des rationnels, d'accord? Évidemment, les AN, ils tendent vers racine de 2, OK? Alors ça, cette notion de tendre, hein, c'est dans R, évidemment. OK, puisque dans Q, il ne sait pas ce que c'est, ça, d'accord? OK? Voilà, bah, en fait, on peut voir que c'est une suite de Cauchy, hein. OK? Quel que soit epsilon strictement positif, alors il existe un grand N tel que, alors qu'est-ce que je fais? Ben, je fais que 10 puissance moins n est plus petit que epsilon, OK? Ça va? Et donc, vous voyez que à partir de 10 de un, hein, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que U, si n et m sont plus grands que grand N, d'accord? Un moins um, OK? Alors, vous êtes d'accord que les grands N premiers chiffres, ce sont les mêmes, hein? Ouais? D'accord? Donc, c'est tous plus petits que 10 puissance moins n. Ça va? Parce que vous voyez, vous faites, attendez, je mets là, d'accord? UN, on va l'écrire comme ça, 1,414, blablabla. Puis là, je m'arrête, tiens, je m'arrête sur un 3, d'accord? Ou en N, OK? bah, je vais plus loin, j'ai le 3 ici, puis je continue, puis je m'arrête un 5 sur le M, par exemple, hein, peu importe, OK? Et quand je fais la différence des deux, UN moins UM, c'est égal à 0,00 0. Et puis là, je commence à avoir des vrais chiffres. Vous êtes d'accord? Mais ici, là, j'ai petit n décimal nul. OK? Donc, c'est assez évident que si le petit n il est strictement plus grand que le grand N, vous êtes plus petit que ça. Vous êtes d'accord? Ouais, puisqu'il n'y a que des zéros là. OK? Voilà, et ça, c'est plus petit qu'epsilon, d'accord? Donc, voilà. AN est une suite de Cauchy. Suite de Cauchy. De Q. D'accord? Mais elle ne converge pas dans Q, puisqu'elle convergerait vers racine de 2, et que racine de 2 n'est pas un rationnel, d'accord? Donc, AN n'a pas de limite. De limite. Donc, Q. OK? Donc, ça veut dire ça que Q n'est pas complet. OK? Ça va? C'est bon pour tout le monde? Vous avez compris l'idée de la démo? Il n'y a rien de formidable hein, ici. Ça va? Ouais? OK. Alors, je tourne la feuille et puis je fais la deuxième partie, c'est-à-dire, ah oui, sur le F, là, la classe d'équivalence, d'accord? OK, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que sur F, d'accord? Donc sur F, voilà, l'ensemble des fonctions mesurables, intégrables de E dans R, d'accord? Je vais peut-être mettre ça. L'ensemble des fonctions F intégrables sur E à valeur dans R. OK? Voilà mon F. D'accord? Alors, le problème, c'est que j'ai beaucoup de fonctions, hein. Je peux prendre F et G, deux fonctions qui sont égales, sauf sur un ensemble de mesures nulles. D'accord? Donc, je vais définir ça. Je vais définir F équivalente à G, si et seulement si. Donc, ça, c'est ma définition. Hein. F. Si et seulement si, bah, F de X est égal à G de X sur E moins E0, avec toujours pareil, avec mesure de E0 qui est égal à 0. Autrement dit, F égale à G presque partout sur E. Okay, c'est la même chose que dire ça encore. OK? Ça va? Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer... Alors, déjà, est-ce que vous voulez qu'on vérifie que ce truc-là est une relation d'équivalence? Oui, s'il vous plaît. Ouais? Bon, alors, let's go. Donc, j'y vais. Alors, trois trucs, hein, réflexive. Après, on fera symétrique et transitive. D'accord? Donc, réflexive.
soit, donc je prends une fonction f dans grand F, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que f est égal à f presque partout sur E? Ouais, parce qu'en fait, c'est f égale à f partout sur E, d'accord? Mais bon, si vous êtes partout, partout, ben, vous êtes presque partout, hein. C'est bon? Ouais. Donc, f est équivalente à f. OK? Donc, c'est réflexif. Symétrique. D'accord? Donc, soit deux fonctions, fg dans grand F. D'accord? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je dis tel que f est équivalente à g. D'accord? Donc, ça, c'est équivalent, mais on va démontrer que c'est une relation d'équivalence. D'accord? Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à E, f de x est égal à g de x, hein, non, à E moins E0, voilà, avec E0 de mesure nulle. Ok? Bon, alors là, cette égalité-là, hein, ce signe égal que je viens de mettre ici, cette fois-ci, là, c'est une égalité dans R. Vous êtes d'accord que mes fonctions, elles sont à valeur dans R. Ok? Donc, quand f de x et g de x, hein, c'est une égalité dans R. Et R, vous le connaissez bien, ce signe, l'égalité dans R est symétrique. C'est une relation d'équivalence, hein, l'égalité. C'est la relation d'équivalence de base, quoi. Okay. Donc, paf. Donc, ce que je vais dire, ben, je vais dire que g de x est égal à f de x, hein, dans R, toujours, hein, d'accord? Quel que soit x appartenant à E moins E0, avec E0 de mesure nulle. M de 0 égale 0. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, g égale à f presque partout sur E, et donc, g est équivalente à f. OK? Voilà, donc, paf, paf, comme ça, est une classe d'équivalence. D'équivalence sur grand F. Non. Non, pas encore. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire et symétrique. Ah, il manque quelque chose, hein. Et maintenant, le dernier, je sais pas, la transitivité, d'accord? J'y vais direct, hein, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc, montrons que celle-ci est transitive. D'accord? Donc, il faut que je prenne trois fonctions, soit, hop là, donc f, g, h dans grand F, pardon. OK? On suppose donc que f est équivalente à g et g est équivalente à h. Voilà, d'accord? Et montrons que f est équivalente à h. OK? Alors, on y va. D'accord? Donc, ça veut dire quoi le premier truc? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à E moins E0, d'accord, f de x est égal à g de x et E0 de mesure nulle. D'accord? Elles sont presque partout égales sur E. OK? Pareil pour g et h, sauf que ce n'est pas forcément évidemment le même E0. D'accord? Donc, quel que soit x appartenant à E moins E1, on va dire, d'accord, g de x est égal à h de x et la mesure de E1, c'est égal à 0. OK? Alors, de là, qu'est-ce que je peux en déduire? Ben, je peux en déduire que quel que soit x appartenant à E privé de à la fois E0 et 1, vous êtes d'accord que j'ai les deux, hein, puisque je suis privé de là où ça ne marche pas ici, ou ça ne marche pas ici. D'accord? Ouais, donc j'ai les deux à la fois, hein. Donc, je peux dire que f de x est égal à g de x, qui est égal à h de x, sur ça, hein, d'accord? D'où f de x est égal à h de x, hein, sur E moins E0 union E1. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à voir si ce truc-là est de mesure, enfin, quelle est la mesure de ce truc-là. D'accord? Ok, donc c'est très facile, hein, vous voyez. La mesure de l'union de E0 union E1. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, je veux dire que c'est plus petit que, je ne vais pas m'embêter, hein. Je ne sais pas si c'est disjoint ou pas, mais c'est pas grave. Sous additivité, ça marche pour tout. C'est plus petit que m de E0 plus m de E1. D'accord? Mais chacun d'eux vaut 0. Ok, d'accord? Donc, m de E1 union E2, E0 union E1,
égale à 0. OK? Donc, voilà, donc comme ils sont égaux sur un ensemble privé sur E privé d'un ensemble négligeable, de mesure nulle, d'accord? Donc je sais que F est égal à H presque partout sur E, et donc, bah, truc est transitif. OK? Donc au final, qu'est-ce que je sais? Bah, je sais que ceci est une relation d'équivalence. Relation d'équivalence sur F. OK? Ça va? Mhm. OK. C'est bon? OK. Alors, hop, 3. Alors, qu'est-ce qu'on sait, hein? On sait que quand on a une relation d'équivalence, donc je vous avais fait la petite vidéo hein, au début de l'année, là, vous savez. Donc, quand ça est une relation d'équivalence sur F, alors peu importe, hein, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour à chaque fois qu'on a un truc d'équivalence, hein, c'est vraiment de l'algèbre, là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer? On considère F quotienté par ça, d'accord? C'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence de F pour la relation, sous, en général on dit sous ça, d'accord? Ok? Donc si jamais vous prenez petit f dans grand F, hein, une fonction, qu'est-ce que c'est que sa classe d'équivalence? Donc f bar, hein, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions g telles que, donc g appartenant à grand F, telles que bah, f soit équivalente à g. Ok? Ça va? Donc on sait que cet ensemble est non vide parce que comme relation d'équivalence, là, elle est réflexive, on sait qu'il y a au moins f dans cet ensemble-là. Ok? Voilà, on sait que les classes d'équivalence, donc en fait c'est l'ensemble des classes d'équivalence. Là, il faut que je dise différentes, forment une partition de grand F. D'accord? Voilà, donc je vous rappelle, d'accord, ça c'était votre truc grand F. Ok? Donc par exemple, vous aviez la fonction nulle quelque part, d'accord, mais vous la mettez avec toutes les fonctions qui, par exemple, elle vaut 0, sauf, ouais, voilà, sauf sur Q inter E, d'accord, où elle vaut 1, d'accord, et puis vous en avez une autre où elle vaut 0 sur E, privé de Q, et elle vaut 1,3 sur Q inter E, ok, et ainsi de suite, d'accord? Vous voyez, donc, bon, là, je prends des exemples simples, mais vous prenez la fonction nulle, vous la mettez, vous l'associez avec toutes les fonctions qui vont être nulles, sauf sur un ensemble de mesures nulles. Ok, et sur l'ensemble de mesures nulles, vous leur donnez la valeur que vous voulez, plus l'infini, 1, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord? Vous pouvez faire n'importe quoi. Ok, mais de toute façon, elles seront dans la même classe d'équivalence. D'accord? Et puis comme ça, donc, vous avez toutes vos fonctions. Vous avez f qui est lié à toutes les fonctions qui s'écrivent comme f, sauf sur un ensemble de mesures nulles, et ainsi de suite. Ok? Donc voilà, on a une partition comme ça. Alors évidemment, elle est de taille infinie, hein, le nombre de trucs. Et puis à l'intérieur, il y a aussi une infinité de fonctions. Ok? Dans chacun. D'accord? Mais ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même, comment? Une partition, voilà, de f. Et bah, c'est ce qu'on appelle f sur ça. D'accord? C'est-à-dire, on prend ces ensembles-là. D'accord? Donc, f bar, lui, c'est f bar, ok, et c'est cet ensemble-là, ok. D'accord, c'est-à-dire que je prends f, mais je prends aussi toutes celles qui, bah, modulo un ensemble de mesures nulles, donneront la même chose que f, ok. Alors vous voyez que l'intérêt, c'est quoi? Bah, c'est que ici, quand je fais par exemple mes intégrales, hein, d'accord, l'intégrale de f ou l'intégrale de n'importe quelle fonction qu'il y a ici, c'est la même valeur, ouais, puisque elle ne diffère que d'un ensemble de mesures nulles, d'accord. Voilà, donc comme ça m'évite d'avoir à écrire plein de choses. Et puis, donc c'était pour, à un moment donné, on va avoir ça, d'accord? Ok, la définie positive.
OK? Alors là, c'est important parce qu'on veut dire égal à 0, d'accord? Bon, je reverrai juste après, d'accord? C'est bon pour ça? Pour les classes, pour le passage quotient? Voilà. Pour le égal à 0, je le verrai dans 2 minutes, quoi. Je préférerais le traiter avec. OK? Bon, comme j'ai mis en plein milieu de ma feuille, c'est pas évident, hein. Bon, comme ça, tant pis. Alors attendez, je regarde sur mon sujet, qu'est-ce que je dois faire déjà? En cours. Hop, 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 hop. Ouais, ça on a vu, ça on a vu. OK. Les normes, bon bah d'accord. Bah ouais, c'est le direct, hein. On va peut-être commencer direct par. Bah allons-y, d'accord? Donc je commence, alors je change de feuille, c'est moche, ici. Hop, 4. D'accord, donc exo 1. Alors, désolé, vous n'avez pas le truc. D'accord, donc je vais considérer soit f appartenant à fonction continue sur un intervalle AB, d'accord, et je vais définir ça, 1, comme étant l'intégrale de A à B de valeur absolue de f, d'accord? Alors la première question, montrons que bah, justement ce truc-là, machin 1, est une norme sur bah, fonction continue de AB. Bien sûr à valeur réelle, hein, d'accord? Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, on ne fait que des valeurs réelles. OK? OK, OK. Alors, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ça, qu'est-ce que c'est qu'une norme en définition? D'accord? Donc, une norme, hein, alors pof, pof, c'est une norme. Alors, elle doit partir de quoi? Bah, de l'ensemble des fonctions CAB, d'accord? Dans R, OK? Tel que quoi? Tel que, alors, norme vérifie, vérifions. 3 conditions. La première, c'est l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. La seconde, c'est, alors je vais mettre 1, 2. La seconde, c'est euh, la, euh, l'absolue homogénéité. D'accord? Parfois, on dit homogénéité positive. Et la 3, c'est définie positive. OK, comme ça me permet de réécrire encore un truc. C'est bon? J'ai l'impression que c'est un peu flou. Attendez, je vais essayer de voir si il peut régler mieux. Parce que là, c'est automatique. Moi, je peux rien faire. Bon, je sais pas. OK. Ouais, le truc. Bon. OK. Donc, inégalité triangulaire, vous savez bien ce que c'est, hein. Alors là, je vais réécrire avec des fonctions, hein, puisque je suis dans mes espaces de fonctions, là. Donc, f plus g, il doit être plus petit que norme de f plus norme de g. OK. Absolue et homogénéité, c'est quoi? C'est que quel que soit alpha dans R, d'accord, la norme de alpha f, ça doit être égal à la valeur absolue de alpha fois la norme de f. OK? Là, tout à l'heure, j'avais mis double barre. OK? Voilà, donc souvent, c'est l'absolue homogénéité parce que c'est la valeur absolue ici, ou sinon on dit positif parce que quand ça sort, c'est positif, quoi. OK? Et puis 3, définie positive. Alors, définie et positive. OK, donc positif, c'est facile, c'est que quel que soit x appartenant à, alors, enfin, là c'est f, pardon, appartenant à l'ensemble de départ. Positif, c'est que la norme de f est positive, d'accord? Et défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, si, donc, si f est dans l'ensemble qu'il faut, d'accord? Et la norme de f est égale à 0, alors f égale à 0, ok? Voilà, c'est bon? Alors, on y va. Paf. Donc, je vais démontrer ça, hein. Tout le truc en rouge, c'est juste la définition de qu'est-ce que c'est qu'une norme, hein, en français et en maths. Ok. Alors, je vais montrer donc que F1 enfin, vérifier l'inégalité triangulaire. D'accord? Bon, allons-y, hein. Donc, inégalité triangulaire, hein, d'accord? Donc, soit, attendez, je regarde si c'est bien positionné, machin, tac, tac, ok. Soit F et G dans CAB, d'accord? Ok. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que donc, déjà, ça ne me coûte rien de dire que f plus g est dans CAB. C'est d'accord? La somme de deux fonctions continues et continues. OK? Donc, comme ça, je peux l'intégrer.
Riemann intégrable. Hop, donc Lebesgue intégrable. OK. Et alors, on y va. Donc, maintenant, je fais mon truc. Donc, je sais quoi? Je veux faire l'intégrale de A à B. Attendez, non, je ne vais pas faire ça. Je veux faire ça. F plus G, 1. OK? Donc, ça, par définition, je vais mettre deux points égaux. C'est l'intégrale entre A et B de valeur absolue de F plus G. Donc, en intégrale de Lebesgue, on met très rarement les X, vous savez. D'accord? Bon, c'est... Voilà, d'accord? Il n'y a pas de dx, etc., puisque c'est par rapport à la mesure de Lebesgue, hein, c'est d. Donc, de temps en temps, vous pouvez voir dm ou d lambda, lambda, parce que lambda, c'est souvent la mesure de Lebesgue quand on a plusieurs mesures, ok, en France. Ok, parfois d mu, bref. Ok, c'est bon? Voilà. Or, par une égalité triangulaire, dans R, hein, d'accord? D'accord? Donc, quel que soit x dans AB, d'accord, je sais que la valeur absolue de f de x plus g de x, elle est plus petite que la valeur absolue de f de x plus la valeur absolue de g de x. D'accord? Et comme ça, c'est vrai pour tout x dans AB. D'accord? Ça me dit quoi? Ça me dit que valeur absolue de f plus g est plus petite que valeur absolue de f plus valeur absolue de g. OK? Ça va? Ça, c'est une inégalité dans R. D'accord? Ça, c'est avec plein de fonctions, plein de réels, pardon. OK? Plein d'inégalités avec des réels. Inégalité sur des réels. D'accord? Alors que là, c'est une inégalité sur des fonctions. OK? Ça, c'est vrai si et seulement si, pour tout x dans AB, j'ai ça. D'accord? Donc, c'est bon. Ça va? Ouais. Voilà, et puis qu'est-ce que je vais dire? Je veux juste intégrer, moi, donc je vais dire par monotonicité de l'intégrale. Monotonicité. Waouh! OK? Qu'est-ce que j'ai? J'ai que l'intégrale de A à B de valeur absolue de f plus g plus petite que l'intégrale de A à B de, pardon, valeur absolue de f plus valeur absolue de g. OK? Et puis là, je le casse en deux, et ça, c'est la linéarité de l'intégrale, plus petit que l'intégrale de A à B, valeur absolue de f, plus intégrale de A à B, valeur absolue de g. OK? Donc, le passage ici, tchouk tchouk, c'est la linéarité de l'intégrale. Voilà. OK? Et ben c'est tout, hein, c'est fini, puisque ça, c'est la norme de F1. Enfin, c'est pas encore une norme, mais bref, c'est machin F1 plus machin G1. OK? Donc au final, hein, on a bien que F plus G en 1, là, comme ça, est plus petit que F1 plus G1. OK? Ça va? Ouais? C'est bon? OK. Alors je tourne et je fais la deuxième, d'accord? Bon, il n'y a rien de difficile, hein, d'accord? L'homogénéité positive, d'accord? Ici. OK? Ah ben non, je tourne pas. 5. OK, donc le deuxième point. Bon, le deuxième point, c'était quoi? C'était soit donc f une fonction continue et alpha un réel, d'accord? Et je veux montrons que ça, alpha f1 égale à valeur absolue de alpha fois la norme de f en 1. OK? C'est bon? Bon, il n'y a rien de difficile, hein, d'accord? Je vais écrire ça. Hein. Alpha f1, c'est quoi? Par définition, hein, c'est l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de alpha f, comme ça, d'accord? Ouais. Alors ça, c'est bien la valeur absolue, hein, parce qu'on ne le voit pas, mais c'est un f de x, d'accord? Donc alpha f de x, c'est un réel, quoi. OK? D'accord? Bon, voilà, et puis comme c'est un réel, par les trucs de la valeur absolue chez les réels, hein, ça fait alpha fois f de x, donc ça fait l'intégrale de a à b de alpha fois f.
Ok, encore une fois, ça, c'est pas un f fonction, c'est un f de x, dx, d'accord, un truc du genre. Ok, c'est un réel en fait. Enfin, dx et m, bref. C'est bon? Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Bah, je dis que par linéarité de l'intégrale, ça vaut valeur absolue de alpha fois l'intégrale de a à b de f, d'accord? Et donc ça, c'est alpha fois, et ça, c'est la norme de f en 1. Ok? Donc, le passage là, hein, par linéarité de l'intégrale. Pouf. C'est bon? Le passage juste de là à là. Ok? Voilà, donc elle est absolument homogène ou positivement homogène, ok? Et donc 3, c'est défini positif. Ok, donc déjà, le truc simple, c'est la positivité, hein, d'accord? Quel que soit f appartenant à fonction continue de AB, d'accord? Qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que la valeur absolue de f, hein, c'est plus grand que 0, d'accord? D'où par croissance de l'intégrale. Alors, monotonicité, mais bref, là, c'est la croissance aussi, ça marche. Croissance de l'intégrale. C'est-à-dire, c'est le même mot, hein, d'accord? Ok? Bon. Croissance, c'est peut-être plus facile, en fait. De l'intégrale, on a. Eh ben, j'ai que l'intégrale de a à b de valeur absolue de f est plus grande que. Là, je mets quand même. Ça peut être égal à 0 de temps en temps. C'est plus grand que l'intégrale de a à b de 0. Bah, lui, ça vaut 0, hein, d'accord? D'où on a bien que la norme 1, enfin, ce qui va bientôt être la norme 1, est toujours positive, d'accord? Donc ça me dit quoi? Ça me dit que ce truc-là est positif. D'accord? Pour toutes les valeurs, hein, pour tout f, là où c'est défini, c'est positif. Ok? C'est bon? Alors maintenant, défini positive, donc le côté défini. Ok? Pof, je me mets là. Ok, soit f appartenant à C à B. Alors là, comme c'est continu, hein, c'est plus facile, d'accord? C'est-à-dire que ça va vraiment être 0. Ok? Donc, tel que la norme 1 de f soit nulle. Ok? Donc ça veut dire quoi? Donc montrons f est égal à 0 sur AB. Ok? Let's go. Donc, qu'est-ce que je sais? Bah, je sais, ouais, je vais faire un truc comme ça. Donc ça, je sais ça, hein, d'accord? Donc, je l'aurais écrit, égal à 0, ça implique que bah, ce truc-là, donc l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f, hein, ok, d'accord? Est nul. Ok? Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en déduis par les trucs sur le bec, hein? J'en déduis que donc f, valeur absolue de f, pardon, est égale à 0 presque partout sur AB. Ok? Ça va? Mais presque partout sur AB, et comme f or, je vais dire ça, or, valeur absolue de f est continue. Enfin, on avait fait, je crois, l'exo quelque part. Ça veut dire que f est égal à 0 sur AB. OK? D'accord? Puisque vous ne pouvez pas sauter, en fait. D'accord? Vous ne pouvez pas donner des points de discontinuité. OK? À chaque fois que je prends les trucs de mesure nulle, c'est quand je vous dis, hein, j'envoie f de x en plus infini, en moins l'infini, en 3, en 5. D'accord? Mais là, ça ne sert à rien puisque c'est continu, donc vous êtes obligé de faire ça. OK? Voilà. Et donc, si la valeur absolue est nulle, ça veut dire que f est égal à 0 sur AB. D'accord? OK, donc, non, c'est pas f qui est défini positif, c'est ça, et défini positif. C'est bon? Alors, paf. Alors, là, c'est le cas qui marche bien parce que c'est des fonctions continues, d'accord? Maintenant, je voudrais le faire dans le cadre juste la norme 1 pour une fonction quelconque, d'accord? OK? Si f est cette fois-ci dans grand M, vous savez, l'ensemble des fonctions qui sont euh, le beg intégrable, d'accord? OK? Tel que l'intégrale sur AB de valeur absolue de f est égale à 0. Qu'est-ce que ça me dit, ça, d'accord? Donc, par ce qu'on a fait précédemment avec le beg, hein, ça me dit que, alors, f est nul presque partout sur AB. OK? Vous êtes d'accord?
Et ça me dit, hein, puisqu'elle est nulle presque partout en valeur absolue, ça veut dire que f elle-même est nulle presque partout sur AB. Mais pas partout, hein. OK? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, f appartient à la classe d'équivalence de la fonction nulle, d'accord? Ça, c'est la fonction nulle sur AB. Vous êtes d'accord? Là, c'est la fonction qui vaut tout le temps 0 en AB, et ma fonction f, puisqu'elle est nulle presque partout sur AB, ben, elle appartient à cette classe d'équivalence-là. OK? Ou encore que f est équivalente à 0 sur AB. D'accord? Encore une fois, le 0, là, c'est une fonction. Hein. Je devrais mettre AB, pas qu'on le confonde avec le réel. Quoi. OK? Voilà. Et c'est pour ça, au début, que je vous ai dit, il faut on considère les classes d'équivalence, parce que vous voyez que f appartient à cette classe d'équivalence-là. Donc, si je considère, en fait, je me mets juste là, si on considère f appartenant à grand F, mais quotienté par cette relation d'équivalence, d'accord? Alors, bah, f appartient à, enfin, est la fonction nulle sur AB, d'accord? OK? Donc, pour que ça soit une norme, il faut que ça soit défini positif. Donc, il faut que ça me dise que si la norme du truc est nulle, voilà, là, c'est la norme, ça, qui est nulle, OK? Alors, la fonction est nulle, OK? Mais mon problème, c'est que si je prends une fonction qui est nulle partout, sauf, allez, en 3, je l'envoie sur 17, voilà, c'est tout, d'accord? Bah, son intégrale, elle vaut bien 0, pourtant, ce n'est pas la fonction nulle, d'accord? Puisque en 3, elle vaut 17, OK? Bah, d'accord. Donc, il faut que je restreigne mon espace en repliant, si vous voulez, en confondant toutes les fonctions qui prennent les mêmes valeurs à part sur des espaces de mesure nulle, OK? Comme ça me dit que ma fonction qui vaut 3, enfin, qui vaut 17 en 3, bah, c'est pas grave, c'est quand même une fonction qui est dans la classe de 0, donc c'est la fonction nulle hein, dans ce truc-là. OK? Dans f quotienté par f par la relation d'équivalence. C'est bon, vous avez compris? OK? Donc techniquement, quand je prends les fonctions dans f tilde, dans f sur ça, d'accord? En fait, je prends toute la classe, d'accord? Je prends toutes ces fonctions-là, OK? D'accord? Et donc, quand j'ai n'importe quelle fonction là-dedans, en fait, je dis, bah, c'est la fonction nulle parce que en fait, je considère que cette classe-là. D'accord? Toutes les intégrales ont la même valeur et ce n'est qu'une fonction dans f sur f tilde. D'accord? C'est 0 bar. OK? C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser ce f quotienté par ça, d'accord? C'est pour avoir ce défini positif. OK? D'accord? Encore une fois, si je prends deux fonctions, la fonction nulle et la fonction qui vaut 0 presque partout, d'accord? Bah, elle vérifie ça. Pourtant, elles ne sont pas égales, ok? Mais dans cet espace-là, oui, elles le sont, d'accord? Donc, bah, je considère cet espace-là comme ça. Ma norme 1 est bien définie positive, donc c'est une norme, ok? Voilà, donc je n'ai pas terminé, mais ici, donc c'est une norme, d'accord? On a tout démontré, c'est une norme, ok? Ok, alors, feuille numéro 6. Pouf. Alors, on va donc montrer que la norme, il y a une équivalence, enfin, il y a une inégalité avec l'une des deux. Ah non, avec la norme infinie, mais pas l'autre, d'accord? Alors, attendez, je retrouve mon sujet, il est là. Hop, ce que je vais faire. C'est donc 2. Hein. Montrons qu'il existe C ouais, dans R positif, bon, tel que, quel que soit F appartenant à C à B, euh, alors la norme 1 de F est plus petite que C fois la norme max de F. OK? Ça va? Alors, je vais, mais c'est hyper simple, hein, d'accord? C'est hyper simple ou pas? Ouais, c'est ça. OK? Donc, je regarde ce que c'est que ça, d'accord? F1, c'est quoi? Ben, c'est, par définition, hein, c'est l'intégrale de A à B de valeur absolue de F. OK? Or, alors, je vais mettre des X hein, pour que ce soit peut-être plus clair. Pour tout X dans AB, la valeur absolue de F de X, ben, c'est plus petit que le max pour tous les. Alors, je vais mettre Y dans AB, d'accord? Des valeurs absolues de F de Y.
Vous êtes d'accord? C'est évident, hein? OK? Donc, c'est plus petit que... Et puis ça, on a dit que ça, c'est la notation de norme max. OK? D'accord? Donc, ça, c'est vrai pour tout x. Donc, je vais pouvoir dire que la fonction valeur absolue de f est plus petite que, que ce nombre-là. C'est bon? D'accord? Alors là, c'est la fonction qui est plus petite que une fonction constante, si on veut. OK? Voilà. Ça va? Voilà. Donc, par croissance de l'intégrale. Hop. Par croissance de l'intégrale. On a, OK, bah, j'ai que l'intégrale de a à b de valeur absolue de f est plus petite que l'intégrale de a à b de f max. OK? Donc ça, c'est une valeur, hein, vous êtes d'accord? C'est la fonction, comme elle est continue sur AB, elle a un min et un max, elle prend son max quelque part, OK? Et puis c'est tout, quoi. D'accord? C'est une valeur, voilà, 17, c'est sa valeur. D'accord? Donc ça, je peux dire que ça, c'est f max fois l'intégrale sur AB, bon, bah, il ne reste plus grand-chose, hein, il reste 1. D'accord? Et ça, c'est donc f max b-1. D'accord? Donc, c'est-à-dire hein, que l'intégrale de a à b, si je réécris juste ça, plus petit que b-a fois f max. D'accord? Voilà, il suffit que je prenne le c, c'est bon. OK? Voilà. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ouais? Bon. Alors, je vire ça, d'accord? Et puis, on va passer à l'autre partie qui est moins simple. Alors, je vais vire ça, oui, il faut que je prenne une feuille. Hop là. Une seconde. Paf. Voilà. Donc, c'est la question 3. Alors, je vais me noter, je vais faire plein de notations, hein, d'accord? Donc, soit c'est fixé, d'accord? Je veux montrer qu'il n'existe pas de C tel que la norme max soit plus petit que C fois la norme 1, d'accord? OK, donc fixé. OK, donc je vais considérer xn, c'est 1 sur n b plus n-1 sur n a. OK, donc ça, ce sont des nombres. Hein, et je vais considérer les fonctions fn qui sont définies par donc, fn de x est égal à pouf pouf. Alors, 2n sur b moins a. Alors, j'espère pas m'être planté, mais on va voir. X moins a sur xn moins a pour x dans a xn. OK? Et puis 0 pour x appartenant à xnb. OK? C'est tout, voilà. OK, donc quelle tête elles ont ces fonctions-là, fn? D'accord? Paf, paf. OK, alors, c'est entre a et b. Ça se passe entre a et b, d'accord? Xn, alors si par exemple je prends x0, pas terrible. X1. Ouais, attendez une seconde. Quand n est très grand, je suis très proche de A. Quand n est très petit, je suis plus proche de B. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc les xn, ils font comme ça, d'accord? Ils doivent faire x0, x1, x2, x3, et ainsi de suite, d'accord? Et puis ils se rapprochent, c'est ça, ouais, ils se rapprochent de A, ok? D'accord? Quand n tend vers l'infini, ce truc-là tend vers A. C'est bon? Et ces fonctions-là, elles valent quoi alors? Donc elles sont définies à partir de A, hein, d'accord? Alors, Fn de A, d'accord? Qu'est-ce que ça vaut? Donc, je prends cette formule-là, hein, puisque le x, il est dans A, ok? Donc, A moins A, ça fait 0, d'accord? Donc, ça me fait 2n sur B moins A, ok? Donc là, elles valent, paf, ici, Fn, elle vaut 2n sur B moins A.
OK? Et puis elle décroît, donc bon, vous êtes d'accord, hein, pour qu'en xn, vous voyez qu'en xn, ça fait 0, ça. Xn moins a sur xn moins a, ça fait 1 moins 1, 0. D'accord? Donc elle fait comme ça. Pouf, d'accord? Là, c'est mon xn. OK? Et puis après, elle fait ça. D'accord? C'est bon? Voilà. Donc ça descend, paf et paf. OK? Un truc euh, euh, ligne par morceau, la polygone par morceau, bref. OK? Donc qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que déjà, hein, on remarque que ben, quel que soit n, fn, c'est une fonction continue dans AB. OK? Voilà. C'est bon? Après, ben, je peux l'intégrer, d'accord? Alors après, ouais, après, je vais regarder si j'ai, tiens. Pam, 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 calculer, d'accord. Donc les questions, c'est ça, c'est calculer fn1 et fn max. C'est ça? Ouais. OK? Alors, j'y vais? Ou vous voulez le faire ou je le fais? Vous voulez 2 minutes pour le faire? Calculer la norme 1 et la norme max de ça. Il faut que je remette les sujets quand même. Bon, il n'y a rien à faire, hein, on a déjà tout fait en fait. D'accord? Fn max, vous voyez que c'est quoi? Ben, c'est la valeur la plus grande, hein, là-dessus. Ben, on voit que c'est ça, hein, d'accord? On a Fn max qui est égal à bon, cette valeur-là et ça valide 2n sur b-1. OK? Maintenant, F1, alors je mets là-haut, Fn1, pardon, ça vaut quoi? Alors, soit on intègre avec une formule, soit je dis que c'est un triangle comme ça. Je peux peut-être dire que c'est un triangle, hein. Ça vous embête pas si je dis que c'est un triangle? Hein? D'accord? C'est là sous la courbe, c'est le triangle, hein, d'accord? Donc, base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est quoi? C'est xn, c'est la longueur qui est là, c'est xn. Vous êtes d'accord? En fait, c'est xn moins a, non? C'est ça? Ah ouais, la base, c'est xn moins a, fois la hauteur. La hauteur, bah, c'est ça, hein, 2n sur b moins a, fois divisé par 2. OK? Alors, xn moins a, ça fait quoi? Ben, moins a, ça me fait 1 sur n b moins 1 sur n a. D'accord? 2n sur b moins a fois 1 demi. OK? Et alors là, ça fait quoi? Donc, b moins a, 1 sur n, 1 sur n, 2, 2, tac, tac, ça fait 1. C'est bon? Vous êtes d'accord? Tout s'élimine, hein, ça ne fait plus que 1. OK? Voilà, donc la norme infinie, pour conclure. Fn max, c'est donc 2n sur b moins a, et Fn, pardon, 1, c'est toujours 1. OK? Alors, maintenant, il faut en déduire, bah, tiens, voilà, c'est là que vous allez réfléchir. Euh, donc, la dernière question, la dernière partie de la question, hop, montrons qu'il n'existe pas de C positif tel que la norme max soit plus petite que C fois la norme 1. OK? Voilà. Je vous laisse 5 minutes. J'ai du café super froid qui n'est pas bon, hein, à côté, donc je le fais réchauffer et je reviens, d'accord? Voilà. Je vous laisse faire ça, hein. Travailler, hein, bien sûr, hein, d'accord? Bien sûr.
Hop là. Alors, c'est bon, vous avez trouvé? Bon, il n'y a vraiment rien en fait, non? D'accord, bon, soit vous le faites par l'absurde, etc. Mais quand vous regardez, hein, F max, ça vaut 2n sur B moins A. Donc quand n tend vers l'infini, ça se tend vers l'infini, alors que là, c'est 1, d'accord? Donc pour toute constante C, ça c'est C, d'accord? Alors que là, c'est un truc qui tend vers l'infini, d'accord? Donc à un moment donné, ça va dépasser ça, d'accord? Vous êtes d'accord? Donc si je ne le fais pas par l'absurde, hein, je vais dire, quel que soit C strictement positif, il existe mhm, grand N, on va dire, tel que, quel que soit N qui lui est plus grand, d'accord? Le 2N sur B moins A, bah, il est plus grand que le C. OK? Ça va? D'où euh, F max n'est pas, tuk-tuk, hein, plus petit que C fois F1. OK? Puisque C fois F1, c'est C. C'est bon? Voilà, sinon vous le rédigez par l'absurde. Ça va? Mhm. Ouais. Alors, tiens, un truc, parce qu'il y en a qui vont bien faire ça. Quelle est la valeur du grand N si vous devez l'exprimer pour de vrai? Oh, pour de vrai. D'accord? Moi, je m'en fiche, hein, mais quelle est la valeur du grand N? D'accord? Alors, on va la trouver. OK? Le grand N, c'est le plus petit entier naturel. Vérifions. Ben, quoi? Ben, voilà. 2 grand N sur B moins A est plus grand que C. D'accord? Bon, plus grand strictement ou égal, peu importe. OK? Ça va? Voilà. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que ça fait que grand N, il est strictement plus grand que C fois B moins A sur 2. OK? Alors, c'est quoi le plus grand entier naturel qui vérifie ça? Eh ben, c'est la euh, partie entière supérieure. Vous êtes d'accord? D'où grand N, c'est égal à tac de C, pardon, B moins A sur 2. OK? Alors, ça tombe bien, c'est que c'est strictement. C'est bon? Partie entière sup. Ça va? Ouais. Voilà, bon. Ça n'a aucun intérêt dans le principe, mais voilà. Juste pour vous dire, si vous avez besoin de faire à partir de quel rang, ben voilà, vous pouvez le trouver comme ça. OK? Et ben, c'est tout pour cet exo. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, alors, si, quand même, la conclusion, c'est peut-être intéressant, hein, c'est que les deux normes, donc 1 et un petit, ne sont pas équivalentes. Alors, ne sont pas équivalentes. Ah, il faudrait mieux mettre sur C, A, B. OK? Alors, je repasse peut-être sur l'écran pour refaire du Google, etc. D'accord? Juste pour deux, trois trucs là-dessus. OK? Alors, je repasse sur l'écran. Tap, tap, tap. Où est-ce que c'est? Ah, voilà. Comment je fais? Portion d'écran. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Alors, ça, c'était le cours. C'est pas ça. Où est-ce qu'il est le Internet? Ouais. Hop. Alors. Ah bah non, attendez, là, c'est cool. Hop, hop. Oh, mais il y a trop de trucs. Zoom, excusez-moi, Zoom, il met plein de trucs à chaque fois de pub, là, enfin de trucs, et je vois pas mon écran. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah ouais, d'accord. Partie entière supérieure. Entière. Ouais, ouais, supérieure. Ouf. Pas en Python, non, c'est pas la peine. Ah là là. Par excès, si tu veux. Wiktionnaire, c'est quoi ce truc? Ouais, enfin, c'est pas génial, hein. Bon, ok. Ah, c'est Ozanam, vous avez vu? Vous avez vu rapidement. ISM Ozanam. Je sais pas ce que c'est, mais est-ce que c'est chez nous, vous croyez, ou pas? Alors. Ah! Raté. Voilà, donc la partie entière, c'est l'entier naturel de x, c'est l'entier naturel qui vérifie je suis plus petit ou égal et je suis strictement plus petit, non, je suis plus petit ou égal à ça, ou x est strictement x est strictement plus petit que n plus 1. Ok, donc on la note avec les barres comme ça. Et la partie supérieure, et ben c'est l'autre, hein, d'accord? C'est l'entier naturel n tel que il vérifie x est strictement
plus petit ou égal que n, et x est strictement plus grand que n-1. D'accord? On la note comme ça. OK? Voilà. Et en Python, ça s'écrit pouf. Voilà. Bon. Super. Magnifique. Donc, Flore en Python et Sail en Python. OK. Bon, ben, c'était tout. Après, l'autre truc, c'était, ah oui, c'est ça, les normes non infinies, d'accord? Normes équivalentes. Normes équivalentes. OK. Donc, l'équivalence des normes, c'est super connu, mais c'est en dimension finie. Il faut juste se rappeler ça, hein. Deux normes sont équivalentes sur le même espace vectoriel. Blabla. D'accord. Donc, plus fine, OK. Bref. D'accord. Hop, 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 hop. Attendez, je vais essayer de trouver un truc qui se dise un truc intéressant quand même, hein. Tout ça, c'est vrai, mais ouais, ouais, c'était pas bien, c'était pas bien. Pof, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ah oui, j'accepte tout. Alors, ça. Voilà. Deux normes sont équivalentes s'il existe deux constantes A et B telles que A, Nx, enfin, petit a, n de x, plus petit que n', la deuxième norme de x, et plus petit que bnx, d'accord? Voilà. Donc là, ben, là, il vous dit exactement le même type d'exemple que ce qu'on vient de faire, hein. Ah ben, c'est voilà, le même, hein, vous voyez, hein, bon, alors, c'est peut-être pas exactement le même parce que lui, il trouve un demi, mais bref, c'est à peu près la même chose, hein, d'accord? C'est toujours la même. Enfin, voilà. OK? Entre infini et 1. Alors là, je vous rappelle, hein, que là, il ne fait pas de la théorie de la mesure, hein, parce qu'il fait des fonctions continues, donc on peut faire avec intégrale de Riemann. OK? L'énorme produit, OK, c'est tout. Oh, bah, attendez. Bon, bah, équivalence des normes, je demandais. Équivalence? Mhm. On va voir. Voilà, c'est tout petit. C'est tout petit. Bon, oh là là, mais c'est quoi ça? Ouais. Bon, ok. Mais je vois un truc en plus qui est écrit gros. Bon, bref, c'était juste pour vous dire que les normes étaient équivalentes dans le truc espace fini, et sinon, elles ne sont pas équivalentes. Bah, il n'y a rien. Hein? Par exemple, sur... ouais, ouais. Bon, attendez. Équivalence des normes. Normes équivalentes, non, c'est merci. En dimension finie, ouais. Normes usuelles, problème. Voilà, d'équivalence des normes en dimension finie, page 5. Hop, 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 hop. Quelle est les dimensions finies? Push, push. Voilà. Donc, hop, vous voyez, hein, d'accord, l'intérêt de théorème en dimension finie, on n'a pas à préciser quelle est la norme utilisée. Donc, en dimension finie, toutes les normes sur E sont équivalentes. Et évidemment, ah oui, bon, il faut être complet, attention. Mais bon, comme on est dans ROC, c'est pas un souci. D'accord, mais c'est seulement vrai pour les dimensions finies, hein, d'accord? Je pense qu'il allait dire que c'est pas vrai dans la dimension infinie. OK? Donc même la norme 1 et la norme sup, voilà. Alors par exemple, on a des exos ou des problèmes où on change de norme parce que c'est plus facile de manipuler l'une que l'autre. Du style, la norme infinie, en général, est assez simple à manipuler puisque c'est le plus grand d'eux, d'accord? Donc si on vous demande des trucs en L2, enfin en norme 2, etc., et que ça vous dit rien, vous pouvez passer à L infini, et puis si vous résolvez le truc, bah, c'est pareil que de résoudre en norme 1, d'accord, moyennant l'équivalence des normes. Ok. Voilà, démonstration de théorème, blablabla. Bon, voilà, et voilà. Ouais. Juste, je regarde ça. Quelques conséquences. Un espace de dimension n, ok. Non, rien. Ah oui, alors la continuité des applications linéaires résulte de ça. Compact si et seulement si c'est un fermé borné. Oui, pareil. Alors vous voyez que compact, hein, vous avez fait des trucs, hein, mais c'est vachement plus simple de dire c'est un fermé borné que de dire de tout recouvrement par des machins, je peux retirer ce recouvrement fini. Oui.
Tout ce chez convergente, super. Et tout l'espace de 1 est fermé. Ouais, ouais, ouais. Bon, bref. OK. C'est bon pour ça? Bon, bah écoutez, on va revenir à notre exo, hein. D'accord? Donc, on était à ça, et puis on va passer à ça. Alors, ah oui, il faut que je revienne sur, hop, ça. Est-ce que vous voyez ma caméra? Oui, c'est bon, hein, là. Oui. Donc, c'est l'exo 2. Alors, moi, j'ai ma feuille pile en dessous de la caméra. Voilà. Hop, c'est la norme sur le polynôme. Bref. Bref. Je me demande si c'est intéressant de le faire, finalement. Bof. Bref. Non, j'ai pas envie. Ah, et attendez. Après, c'est quoi? 3. Ah oui, tiens, ça c'est bien. Bah, le 3, bah, norme sur L1. Ouais, remarquons, on a déjà fait, non? Le 3, c'est la norme sur L1, mais la norme 1 sur L1. D'accord. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai mal lu le sujet. Ok, je fais l'exo 3. Le 2, c'est sur les polynômes, mais bon, ça ne me sert pas, puisque je ne vais pas intégrer spécialement des polynômes, quoi. Alors, j'ai trop de câbles partout. Ok. Exo 3. Donc, c'est une autre norme sur L1 de AB. Ok, attention, c'est pas la norme 1, hein, je me suis un peu emballé. Donc, alors je recopie, on définit sur donc, cet espace-là le truc, hein, je ne peux pas dire que c'est la norme, hein, donc on définit la fonction. D'accord, donc bouffe double barre, oh, c'est pas une norme, non, non, pas une norme, hein, de f est égal, donc par ça est égal à l'intégrale de a à b. Alors là, il y a un x carré fois f de x. Ok, donc montrons que Tata est une norme sur L1 de AB. OK? Voilà. Alors, comme c'est dans le cours qu'on vient de voir aujourd'hui, L1 de AB, c'est quoi? C'est quoi? C'est donc l'ensemble des fonctions f qui sont fonctions donc, définies donc, déjà de AB dans R, hein, voilà, de base. Ah, dans R bar, même, excusez-moi, tel que quoi? Tel que, dans L1, c'est-à-dire que f doit être intégrable sur AB, excusez-moi, je bug, et l'intégrale de A à B de valeur absolue de f est finie. OK? Alors, vous allez dire, ça et ça, c'est la même chose. C'est vrai, mais quand on va avoir les normes LP, d'accord? LP, on va avoir une puissance P, d'accord? Donc, elle sera quand même intégrable et la puissance Pm, d'accord? Donc, là, c'est la même chose, mais après, ce ne sera plus la même chose. OK? Voilà. OK. Pouf. Bon, allons-y, hein. Donc, pour montrer que c'est une norme, je vais faire ici, hein. On sait ce qu'il faut faire, hein. Il faut montrer les trois trucs. Je mets juste en rouge ce qu'il faut montrer. Il faut montrer l'inégalité triangulaire. Triangulaire. Il faut montrer, c'est quoi le 2? Ah oui, l'homogénéité positive. Et il faut montrer en 3 que c'est la définie positive. OK? Let's go. Ah oui, il y a une autre marque que je peux faire, mais bon, bref, peut-être pas faire que des remarques comme ça. C'est parti pour l'inégalité triangulaire, d'accord? Donc, je prends deux fonctions, hein, soit f et g dans L1 de AB. OK? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je peux dire, vous savez que la fonction qui a x associe x2, et elle aussi est dans L1 de AB. Vous êtes d'accord que l'intégrale entre a et b de valeur absolue de x carré est convergente? OK? Puisque ça, c'est une fonction comment? Mesurable, continue, d'accord? C'est un compact.
La latérale de Lebesgue, ça va être l'intégrale de Riemann, et bof, c'est fini. OK? D'accord? Donc, comme ça, je peux dire que, par mon théorème hein, sur les fonctions, sur les fonctions mesurables, etc., je peux dire que le produit des deux est encore intégrable. OK? Ainsi, les fonctions donc, qui a x associe x f de x, non, x carré f de x, et qui a x associe x carré g de x, sont dans L1 de AB. D'accord? Donc ça me permet d'écrire des choses. Okay, c'est juste pour dire j'ai le droit d'écrire ce que je vais écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que bah, la norme de f plus g, la norme machin, je ne sais pas encore, enfin, il n'y a pas écrit là. D'accord? C'est quoi? C'est l'intégrale d'entre a et b de x carré, valeur absolue de f plus g. OK? Mais ce truc-là, c'est bien sûr égal à... Alors, c'est plus petit, excusez-moi, que inégalité triangulaire dans les fonctions réelles, enfin dans R initialement, quoi. Donc l'intégrale de A à B de x2, valeur absolue de f, plus valeur absolue de g, avec une parenthèse comme ça. Okay, donc ça va me faire plus petit que, je développe et je fais la linéarité hein, de l'intégrale. L'intégrale de A à B de x2, valeur absolue de f, plus l'intégrale de A à B de x2, valeur absolue de g. Ça va, les x ne vous manquent pas trop ou je mets des x partout? Bon, si je dois écrire avec les x dx, hein, c'est l'intégrale de a à b de x2, valeur absolue de f de x dx, plus l'intégrale de a à b de x2, valeur absolue de g de x dx. D'accord? Ok, les fonctions, mais après on les intègre par rapport à x, comme d'habitude. Ok. Voilà, et puis ça, ben, on sait que ça, c'est la définition, c'est norme, enfin, c'est machin de f plus machin de g. Ok? Donc, machin vérifie l'inégalité triangulaire. Triangulaire. C'est bon? Ouais. Alors, je passe à l'homogénéité positive. Je vais lire la feuille. Vite, donc c'est 9. 9. Homogénéité positive. Donc, montrons, donc, soit... Donc, je prends une fonction f toujours dans mon truc, bah, c'est L1 de AB cette fois-ci. Et je prends lambda dans R. D'accord? Montrons que alpha f est plus petit que alpha fois f. OK? Alors, allons-y. Donc, c'est quoi le alpha f comme ça, le truc de alpha f? Truc, hein, c'est ma double barre. Hein. Ok, donc par définition, c'est l'intégrale sur AB de x carré fois la norme la valeur absolue de cette fonction. D'accord? X carré, valeur absolue. Alors, je vais peut-être mettre des x hein, pour pas vous compliquer la vie. Dx. OK? Voilà, bah écoutez, trop cool. Hein. Intégrale de A à B, donc x carré, c'est x carré. Ça, c'est alpha fois f de x dx. Vous êtes d'accord? C'est une égalité. Hein. Ok, donc je peux sortir le alpha. Ça me fait valeur absolue de alpha fois l'intégrale de a à b de x2 f de x dx, ce qui me fait bah, alpha fois truc de f. Ok? Voilà, donc elle vérifie l'homogénéité positive. Positive. Hop là, ok. Troisième étape, la définie positive. D'accord? Alors attention, la troisième étape, hein, c'est en fait une double étape. Hein, d'accord? C'est défini d'un côté, positif de l'autre. Ok? Montrons que tac est définie positive. Ok. Bon, le plus simple, c'est toujours n'importe quoi. Je veux dire positive et je vous pointe défini. Et positive, d'accord? Parce qu'il faut juste montrer que. Ok? Bon, ben voilà. Alors, soit f dans L1 de AB,
Ok, si je fais truc de f, bon, bah, par définition, c'est l'intégrale de a à b de x2, valeur absolue de f de x dx. Ok. Donc vous êtes d'accord que tout ce truc-là, c'est positif. Ok. Donc je vais mettre ça, quel que soit x dans AB. J'essaie de, voilà, de cadrer ma feuille. x2 f de x est supérieur ou égal à 0. D'accord. D'où par croissance dans l'intégrale. Alors maintenant, je dis croissance de l'intégrale parce que c'est tellement facile, hein, plutôt que monotonicité. On a, bah, j'ai que bah, l'intégrale de a à b de x2 f de x, d'accord, bah, dx, bah, c'est plus grand que l'intégrale de 0 qui fait 0. D'accord. Et ça, c'est f, truc de f. Ok. Voilà, donc j'ai démontré que c'était positif. D'accord. Et maintenant, défini. Ah, je couche. Ok. Donc, soit f dans L1 de AB, tel que, alors le truc de f égale à 0. D'accord. Et maintenant, montrons que f égale à 0. Ok. Alors allons-y. Qu'est-ce que je sais? Je sais que truc de f est égal à 0. Ça veut dire que truc de f, c'est l'intégrale de a à b de x2 f de x dx égale à 0. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ce truc-là est nul presque partout, d'après ce qu'on avait vu sur l'intégrale de Lebesgue des fonctions positives à l'époque. Hein, d'accord. Donc, x2, valeur absolue de x, est égal à 0 presque partout sur AB. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que bah, il existe euh, ouais, il existe un truc de mesure nulle tel que enfin, cette égalité-là est vraie seulement sur AB moins le 0. D'accord? Ok. Alors, le x2, en général, bon, on va dire que 0 n'appartient pas à AB, mais de ça, je dois en déduire, hein, donc, que f de x est égal à 0 presque partout sur AB. Vous êtes d'accord? Il n'y a que le cas x est égal à 0 qui me fait pas passer là, mais de toute façon, si jamais il y a un x est égal à 0, il rentre dans le presque partout, c'est d'accord? Le cas x est égal à 0, il se retrouve dans le presque partout. Ouais? Ok? Là, vous avez un ensemble E0 de mesure nulle, d'accord? Tel que l'égalité est vraie sur E moins E0, d'accord? Ok, pour la première étape. Et là, qu'est-ce que je dis? Bah, je dis que cette égalité-là est vraie sur E moins, hop, E0 union 0. D'accord? Mais ça reste toujours de mesure nulle ici. Vous êtes d'accord? C'est bon? Voilà. Et donc, j'en ai déduit que f est égal à 0 en valeur absolue. Donc, voilà, ça, c'est dans des réels, hein, d'accord? Donc, quel que soit x appartenant, je reprends ça, à E moins, pof, E0 union 0. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai que f est égal à 0, d'accord? D'où f est égal à 0 presque partout sur E, d'accord? Avec mesure de E moins E0 égale à 0. Ok. J'ai pas la place d'écrire. Bien. Bon, tant pis. Voilà. Ça va? Eh ben, c'est tout, hein. C'est fini, hein, d'accord? Donc c'est presque partout sur E, mais évidemment, je suis, hein, d'accord? Euh, donc, on va dire que f est équivalente à la fonction nulle sur E, sur AB, pardon. E, c'était AB depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti un E. Bon, bref. Ça va? Voilà. Et donc, comme je suis dans AB quotienté par donc, L1 de AB, mais quotienté par Nien, d'accord? Comme je confonds ces fonctions-là, j'en déduis que tout f est égal à 0. D'accord? Donc, bah, norme, pardon, truc, est défini. C'est bon? Donc, vous voyez encore une fois pourquoi j'ai fait besoin de faire le quotient, là, de considérer seulement, de ne plus considérer les fonctions elles-mêmes, mais de considérer les classes des fonctions
à un ensemble négligeable près. D'accord? Donc ça, c'est une classe d'équivalence, et c'est pour pouvoir justement dire que bah, c'est défini positive, c'est-à-dire que si la norme, enfin, le truc égale à 0, si le truc de f est égal à 0, alors c'est f qui est nul. D'accord? Voilà, et donc c'est à ce niveau-là que je peux dire que la conclusion de tout ça, c'est que truc est une norme sur... C'était sur L1 de AP. D'accord? Donc c'est pas la même norme hein, que celle qu'on a, que L1, quoi, que la norme 1, mais voilà. OK? Bon. Eh bien, écoutez, avec tout ça, quelle heure est-il? Pouf, 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 pouf. Mhm. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez, est-ce que je vais peut-être m'arrêter là, d'accord? Parce que je suis pas sûr que, enfin, si en forçant, je peux toujours faire le dernier. C'était quoi le dernier déjà? Ah oui, c'est celui que j'ai pas devant moi en plus. D'accord? Bon, ouais, c'est déjà pas le sujet devant moi, hein, il a foiré. Donc c'était pour montrer que la norme max et la norme infinie, vous savez, avec la norme infinie définie comme le sup-essentiel, c'est la même chose, ok? Quand on est sur les fonctions continues, bon, c'est pas grave, c'était juste un peu pour rassurer sur le fait que voilà, on va pas utiliser vraiment des sup essentiels, etc. Puisqu'en fait, dès qu'on considère des fonctions un peu plus régulières, on continue, etc., on revient sur des normes qu'on connaît, d'accord? Et de toute façon, après, euh, enfin, c'est ce que disait Littlewood, quoi, c'est-à-dire les fonctions intégrables, c'est grosso modo les fonctions continues à, enfin, à une approximation de à epsilon près, quoi, ok? Sur la fonction presque continue. Ok. Voilà, et bien écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, hop, mais ah ouais, ça vous connaissez pas ça, hein, c'était dans les années 80, c'était terrible. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire comme bêtise encore? J'en avais, oh là, oh, on en a beaucoup alors, à dire. Hein. Alors non, je vais essayer de me limiter quand même pour aujourd'hui. Alors, oui, je cherche vous. Voilà. Donc vendredi, hein, parce que c'est super tendu ça, tout ça. Hein. Vendredi 10, n'oubliez pas de 8h à 10h, enfin de 8h à 9h en fait, mais bref. Donc 8h, 10h, vous avez un QCM sur Moodle. Non, vous, c'est Cursus. C'est la même chose, hein, mais c'est simplement le nom qui change. D'accord? En fait, il dure 1 heure, hein, d'accord? Ok, donc vous connectez, c'est en chrono. Donc vous connectez à la plateforme entre 8h et 9h, d'accord? Et puis vous avez 1 heure pour le faire, ok? Ouais. Peut-être je vais mettre, enfin, j'ai pas encore fait le sujet, donc peut-être je vais mettre un peu plus longtemps si jamais je vois qu'il y a des questions plus compliquées. Prévoyez au moins une feuille de papier parce qu'en fait, moi je commence à faire avec les autres, vu le truc, et puis je vois que en fait, il y a des questions qui sont, enfin, c'est pas forcément immédiat de répondre, hein, d'accord? Je peux faire des trucs un peu plus compliqués, donc prévoyez ça. Et peut-être je vais mettre 1h30, je sais pas, hein, d'accord? Peut-être 2 heures, je sais pas. Mais je vous dirai ça dès que j'aurai fini de le créer. Enfin, dès que j'aurai commencé déjà à le créer, c'est très bien. Donc ça, c'est vendredi, d'accord? Après, on a cours lundi. Lundi, ce sera le 13 décembre, de 13h30 à 15h30. Et là, ben, on terminera. Alors bon, c'est un peu dommage de terminer aussi abruptement, quoi, si vous voulez, sur la partie machin. C'est ce que je voulais pas trop, mais en fait, ouais, c'est très difficile de faire ça. Sur bah, juste Minkowski, bah, ok, on verra ça lundi, d'accord? Sur les inégalités, avec les 1 plus sur 1 plus ça égale à 1, etc. D'accord? Les nombres conjugués, machin. Ok? On verra ça lundi sur donc les normes LP. Ok? Voilà pour lundi. Et pour mercredi 15, 12, ok, c'est quoi ça? 10h à 12h, d'accord? Donc ce sera pour les étudiants RSE. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, hein, d'accord? Pour les étudiants RSE. Non, 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 c'est l'inverse. C'est pour les étudiants.
régime normal, etc. D'accord? C'est le sujet de seconde de rattrapage. Sujet de rattrapage. OK? Et pour les RSE, c'est-à-dire les salariés, hein, OK, c'est la seconde, c'est la session de substitution. Substitution. Enfin bref, d'accord? Voilà. Donc parce que les RSE, ils n'ont qu'un seul examen pour l'instant, qui remplace tout, mais elle est faite à l'intérieur. Avant, c'était à l'extérieur, c'était pendant la semaine des examens. Bon, là, c'est là, ils veulent comme ça, donc voilà. Donc, ouais, donc les RSE, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais notez bien que ça tombe entre 10h et 12h, hein, d'accord? Voilà. Et ce sera un sujet de 2 heures, comme celui que vous avez fait. Exo de 2 heures, hein, d'accord, sujet de 2 heures. Et ça portera aussi sur la partie, donc il y aura un peu de mesure, hein, comme avant, mais il y aura aussi de la partie intégration, quoi, cette fois-ci, d'accord? Intégration, L1, LP, même le truc de Minkowski, etc. Bon, possiblement, quoi, d'accord? Ouais, ça fait 2 jours pour réviser, mais bon. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je ne sais pas si ce sera. Je vais essayer de corriger vos examens avant le 15 pour que vous sachiez si c'est intéressant ou pas pour vous de passer la seconde, la session de. C'est pas rattrapage, comment ils appellent ça? La seconde chance. Ah oui, ça, la seconde chance. Voilà. D'accord? C'est la seconde chance pour les étudiants classiques. D'accord? Normalement, vous avez plein de notes, hein, déjà. Vous avez eu. Alors, qu'est-ce que vous avez? Tiens, je vais regarder sur e-cursus. Qu'est-ce que vous avez avant? Si je trouve e-cursus, oui, il est où? Paf, c'est là. Étant la durée de la session, oui. Donc, on avait fait un truc. Voilà, il y avait un exorcisme du TD2, je ne sais pas ce que c'est, mais bref, d'accord? Exorcisme TD2, ça c'était le première note, d'accord? CC1. Je crois, c'est ça, non? Je dis pas de bêtises. Ah, c'est peut-être couplé avec, c'est ça? C'est couplé avec, hein, c'est ça? Ouais, c'était couplé avec le QCM1. Ça faisait le CCA. La, la moyenne des deux, quoi. Non, la somme des deux. Après, enfin la moyenne, enfin bref. Après, donc, vous avez eu un CC2 qui était. Bah là, le truc, là, celui que vous avez fait, là, comment ça s'est passé pour vous? Dites-moi. Support des mots. Hein? Je trouve plus le truc. Il est pas? Mhm. Tiens. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah si, ça y est, il est en bas. Le CC, donc le CC2, c'est le CC du 3 décembre. D'accord? Donc c'était 2 heures et c'était des exos classiques, des exos sur feuille. OK? Et ça, c'est le CC2 tout seul. D'accord? Le QCM tout seul, le QCM2, d'accord? Bah, ça sera le CC3, en fait. OK? Voilà. Donc, ouais, peut-être, je vais mettre, peut-être, je vais voir. Je vais voir si c'est 1 heure, 1h30, 2 heures, je sais pas. Et donc, votre seconde chance, c'est, bah, vous avez compris, hein, c'est le 15 décembre. Ouf, voilà. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur le cours, évidemment, ou sur tout ça, tout ça? Alors, j'ai perdu le discours, je ne sais pas si vous avez parlé depuis. Discussion. Ouais, hop, hop. Le QCM. Ah, alors, donc, bah, tout, mais en particulier, donc, on me demande sur quel chapitre ça portera. Ah, le QCM. Non, excusez-moi. Oui, c'est tout, mais surtout la fin. D'accord? Voilà. Le QCM, celui-là, donc les chapitres, c'est, bref, ouais, c'est mesure de Lebesgue, d'accord? Tous les trucs d'intégration, intégrale de Lebesgue, d'accord? Et puis, bah, L1, quoi. On a vu que L1, d'accord?
On a vu la définition de normes ou des trucs comme ça, ok? Voilà. Donc, par exemple, hein, je pourrais vous demander, vous voyez, dans le QCM, je vous donne un truc, hein, l'intégrale de 0, de A à B, ouais, de 0 à 1, tiens, c'est bien, de x3 f de x dx, d'accord? Et je vous demande, est-ce que c'est une norme S, une norme sur L1 de AB, de 0 à 1, pardon, ok? Qu'en pensez-vous, hein? Ah, ah. Ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, évidemment non, puisque c'est pas positivement machin, ok? Donc ça se résout en une demi-seconde, mais voilà, d'accord? Il n'y a pas de valeur absolue pour si vous faites alpha, ok? Il est mort, ok? Voilà, mais voilà, il faudra peut-être prendre une feuille, un stylo pour faire éventuellement des petits calculs, des trucs comme ça, d'accord? Ouais, si vous devez faire une intégrale ou si vous devez faire des trucs, tu vois, voilà. Donc prévoyez 2 feuilles et un stylo, et peut-être même 2 stylos, ok, en première fois. Ok? Même ce qu'on a vu cette semaine, oui, tout. Ouais, bah oui, parce que là, c'est la fin, mais c'est aussi très intéressant par rapport aux mathématiques, quoi, d'accord? Voilà. Bon, c'est ce que je vous avais dit dans la présentation du cours, hein, c'est que pendant très longtemps, on reste sur théorie de la mesure, puis après, très longtemps, à 2 heures. Ouais, ben, ça dépend de si j'ai des questions suffisantes. Enfin, vous voyez, voilà, je ne vais pas non plus vous laisser trop longtemps si jamais il y a que des questions relativement faciles. Mais bref. Voilà, c'est ce que je vous avais dit donc en présentation du cours, hein, c'est que ouais, on est resté très très longtemps dans la théorie de la mesure, assez embourbé dedans, mais on n'y peut rien. Pareil pour la partie construction de l'intégrale de Lebesgue. Et enfin, quand on sort la tête, bah, ça y est, c'est la fin de l'année, quoi. Hein, voilà. Ok. C'est bon? Bah écoutez, hein, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais vous mettre la vidéo sur Internet. Je vais vous mettre les scans des feuilles sur Internet aussi bientôt. Et puis voilà, je vais éteindre la vidéo.